je ne suis pas juriste, mais il me semble qu'on est devant une alternative. Un avant-cour cassation et un après-cour cassation. Là, on est dans l'après-cour de cassation. Ça pose le problème de stratégie. Vous avez dit à la BDS, on va continuer quand même. Maintenant, on va continuer, oui, mais sous quelle forme? Est-ce qu'on va aller, comme on dit, excusez-moi l'expression, au casse-pipe? Ça veut dire les coups près de la justice vont être appliqués tout le temps. Hein? Donc je trouve que c'est un petit peu suicidaire. Ou alors, comment on va s'y prendre? Je crois que c'est une question à laquelle il faut répondre. Merci. Je voudrais répondre à cette question, comment on va continuer. Bon, d'abord, pour ce qui touche au boycott des produits, on peut sur les tracts formuler les choses d'une telle manière que ça rentre pas dans le cadre de la condamnation, mais se réclamer du mouvement international contre l'apartheid israélien, qu'on ne veut pas acheter des produits issus d'une politique illégale. Il y a une certaine façon de formuler les choses sur les documents qui permet de contourner. Mais ce que je veux dire avant tout, c'est que la progression du mouvement BDS d'abord est liée à la progression internationale du mouvement BDS. C'est inimaginable que si le mouvement continue de progresser, et c'est le cas, et c'est sûr qu'il va continuer de progresser, qu'en France, ça restera complètement bloqué. Ce que je veux dire aussi, c'est que la mobilisation, ça relève aussi d'un rapport de force d'opinion. Ça relève pas uniquement du respect des condamnations et tout ça. C'est bien évident que quand les gens sont mobilisés, il y a beaucoup plus de possibilités d'avancer que si la majorité de la population soutenait l'État d'Israël. Or, en France, actuellement, il faut quand même le rappeler, hein, malgré la situation générale plutôt difficile à laquelle on est confronté, et pas seulement nous, hein, l'état d'urgence, tout ça, évidemment, il y a une part des choses qui ne concernent pas que nous-mêmes, hein. Mais il faut quand même reconnaître qu'en France, bien qu'il y ait un lobby sioniste très agressif, il y a dans la moyenne de la population française, il y a une réelle empathie pour le peuple palestinien. Quand on intervient sur des lieux publics avec des pétitions, les gens signent. Et puis la France, c'est un pays où il y a une sensibilité aussi à la question palestinienne, qui est une guerre coloniale qui dure depuis longtemps. La France, c'est le pays d'Europe où à la fois il y a le plus de Maghrébins et le plus de Juifs. Et donc tout ce contexte fait qu'il y a une sensibilité réelle, et cette sensibilité réelle, elle est plus positive que négative. Elle est négative du côté des autorités, des institutions, mais du côté de la population, il y a toujours un ressort, il y a toujours une potentialité, et je pense que c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Et puis d'ailleurs, que je sache, depuis qu'il y a eu ce jugement en cours de cassation, il y a eu des interventions BDS, particulièrement en province, et tout s'est passé sans problème, hein. Les interventions n'ont pas été interdite, hein. Moi, je sais pas, je connais le cas par exemple Clermont-Ferrand, Strasbourg. Voilà, toutes ces interventions, en plus elles étaient souvent annoncées, hein,
les autorités auraient pu les interdire. Elles ne sont pas interdites. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi pour la suite. Il faut être vigilant. On ne peut pas non plus prévoir l'avenir. Mais il ne faut pas non plus partir sur un sentiment catastrophiste, comme si maintenant, bientôt, on ne pourra plus rien faire. Non, on n'est pas dans cette situation non plus. Bonsoir. Moi, j'ai une question pour Maître Cochin en ce qui concerne le droit de l'Union européenne et la Convention CDH. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement invoquer à l'occasion de la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, et axer justement sur ça en fait? Qu'en est-il? Est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre justement de la QPC? Il y a des QPC qui ont été faites. La QPC, pour les personnes qui ne sont pas juristes, c'est ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. C'est invoquer le fait que le texte qui est à la base des poursuites ne serait pas conforme à la Constitution. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, on n'a rien dit encore. Après, il faut démontrer la non-conformité à la Constitution d'un texte de loi. On avait soulevé une QPC, à titre d'exemple, concernant les délais de prescription, puisque pour la provocation à la discrimination, à raison de, le délai de prescription est d'1 an, alors que pour d'autres d'autres délits de presse, mais qui étaient, les négations de crimes contre l'humanité, c'est pour ça que j'avais le mot crime, le délai de prescription était de 3 mois. Donc, on avait soulevé la QPC relative à l'inégalité devant la loi, puisque pour des faits, on peut avoir des délais de prescription différents, mais encore faut-il qu'il y ait une cohérence entre le texte de sanction et puis le délai de la prescription. Ça avait été renvoyé devant le Conseil constitutionnel et qui nous a dit non, c'est très bien comme ça, il n'y a pas de souci, mais ça ne les a pas empêchés juste après de changer la loi et de modifier et d'harmoniser de manière plus cohérente les délais de prescription. Mais ils ne voulaient surtout pas que nos dossiers n'aboutissent pas à des sanctions. Donc l'incohérence, elle était là, c'est évident, et la loi a été changée peu après, mais arrivé dans le Conseil constitutionnel, on nous a dit non, ça va très bien comme ça. Alors il peut y avoir, on avait également fait une QPC en ce qui concerne le texte relatif à l'entrave à une activité économique normale. Le mot entrave étant dans bien des cas en droit défini. Il y a l'entrave à la liberté du travail, il y a l'entrave au secours, il y a plein de formes d'entrave et à chaque fois on nous dit voilà en quoi ça consiste. On nous définit le mot entrave. Alors que dans le cas de l'entrave à l'exercice normal d'une activité économique, on ne sait pas ce qu'est l'entrave, on ne sait pas ce qu'est même la tentative d'entrave par rapport à l'entrave. Est-ce que la tentative est sanctionnée ou pas? Si ce n'est pas la tentative qui est sanctionnée, comment est-ce qu'on nous démontre que l'entrave est aboutie? Le texte est d'un flou artistique absolu. Il est tellement flou qu'en première instance, on a des gens qui sont condamnés pour avoir entravé l'exercice normal de l'activité économique du magasin Carrefour. Et puis, qu'en appelle, ils réalisent que c'est du n'importe quoi parce que le magasin Carrefour, il est français. Et que l'entrave, c'est le moyen de l'expression de la discrimination à raison de. Et donc, et on dit, à raison de quoi le magasin Carrefour, il a été entravé. Alors on appelle, on nous dit, finalement, on vous change de victime. C'est plus Carrefour la victime, mais vous êtes quand même condamné. On confirme le jugement qui vous condamne pour avoir entravé Carrefour, mais en vous changeant de victime en cours de route. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Vous savez, quand on veut noyer son chien, on l'accuse d'avoir la rage, et là c'est un peu pareil. Et lorsqu'on a fait une QPC également pour dire mais on ne comprend pas bien ce texte,
et même des commentateurs, non pas du tout dans le cadre de ces poursuites-là, mais sur des commentaires d'arrêt bien plus anciens, avaient dit ce texte, il n'est pas clair. On a encore cette imprécision par rapport à la sécurité juridique. Et là encore, on nous a dit non, ça va, très clair. C'est tellement clair selon les dossiers, ce n'est pas la même personne qui est poursuivie. Je m'explique, les premiers arrêts qui sont connus de la Cour de cassation, c'est par exemple un commerçant et une chambre de commerce qui sont condamnés. Il y a de ça quelques longues années, à l'époque où il y avait dans les pays arabes un boycott des produits en provenance d'Israël, parce que ce texte a été pondu spécifiquement à cette occasion. Et donc des importateurs ou des exportateurs de saoudiens ou peu importe de quelques pays arabes faisait signer un document disant que le commerçant français ne commerçait pas, n'utilisait pas un transporteur israélien, ne commerçait pas avec Israël, etc. Un commerçant qui, de fait, en signant ça, ne mentait pas. Il aurait peut-être fait s'il avait eu des clients israéliens, mais il n'en avait pas. Donc il signe le document et il est poursuivi et condamné. Et la chambre de commerce aussi, d'ailleurs. Et là, ok, c'est le commerçant qui est poursuivi, c'est pas le saoudien, c'est le commerçant français. Et ensuite, dans les dossiers qui nous occupent, en fait, si on replace les individus dans les chaussures du commerçant, du saoudien, etc., on a les militants qui disent au commerçant qui est le supermarché, mais non, mais il ne faut pas vendre ces produits-là. Et le commerçant qui dit « Ok, je les ai retirés pendant 1 heure des rayons ». Donc c'est le commerçant qui a entravé, en quelque sorte, en retirant ses produits des rayons. C'est le commerçant qui est dans la même position que le commerçant. Et le militant, il est dans la position du saoudien qui a dit « Vous ne devriez pas le faire ». Mais peu importe, là, ce ne sera pas le commerçant, ce ne sera pas le supermarché qui est condamné, ce sera le militant. Donc, en fait, on est là encore dans une absolue imprécision. Puis le mot « normal », c'est quoi une activité économique normale ? Dans une affaire précédente, là encore, la Cour de cassation avait dit mais l'activité économique, elle n'est pas normale parce qu'il y a un état de guerre permanent, etc., etc. Enfin, pardon, c'était une cour d'appel qui avait dit ça. Elle avait dit, mais ok, mais on ne peut pas parler d'activité économique normale, il y a ce conflit permanent, etc. Et la Cour de cassation a dit non, non. Sauf que aujourd'hui, on a ce texte. On a ce texte de loi qui vient nous dire que la colonisation est un crime. Est-ce qu'on peut parler du coup d'activité économique normale, non pas au regard d'un état de conflit permanent et connu, mais au regard du code pénal? Pour moi, on n'est pas confronté à une activité économique normale. Mais je pense que si je raconte ça à un juge, ça va rentrer là et sortir là. C'est ça on est sur des notions qui sont des notions de droit humanitaire, des notions auxquelles ils sont totalement hermétiques en fait. Ils arrivent à comprendre le vol du sac à main, mais ils n'arrivent pas à comprendre le vol du pays. C'est ça la difficulté.